Bienvenue dans Next Gen Manufacturing Mixus. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui hante pas mal de monde dans l'industrie. Pourquoi est-ce que nos meilleures idées, nos solutions les plus intelligentes finissent souvent par échouer? On va explorer ensemble une manière de penser qui pourrait bien tout changer, la vision systémique. On a tous connu ça, hein. Dans n'importe quelle opération un peu complexe, on voit un problème, on met en place une correction qui semble parfaite sur le papier, et pourtant, quelques semaines plus tard, le problème est de retour. Parfois même, il est pire qu'avant. Mais pourquoi? Pourquoi nos super solutions se retournent-elles contre nous? En fait, la réponse se cache souvent dans notre façon de regarder le problème. On a tendance à zoomer sur les pièces, une par une, un peu comme un mécanicien qui vérifierait chaque boulon d'un moteur. Sauf que le souci, ce n'est pas le boulon, c'est la façon dont tout est connecté. C'est le câblage de l'ensemble du système qui est en cause. Et c'est ça le grand changement de perspective. Pour vraiment construire l'industrie de demain, il faut arrêter de jouer aux pompiers en réparant des petites pannes. Il faut prendre de la hauteur et commencer à comprendre les structures profondes qui créent ces pannes. Bref, il faut commencer à voir le système. Alors pour bien comprendre ce piège, on va plonger dans notre première partie, pourquoi nos solutions échouent. On va prendre un cas d'école, un exemple parfait qui montre comment les meilleures intentions du monde peuvent mener droit à la catastrophe. Cette phrase, elle est tirée d'une étude de cas de la société DevWare Corp, et elle résume tout. Plus Toby se concentre sur le problème, plus le problème s'aggrave. On va suivre l'histoire de ce manager, Toby, qui, en voulant régler des retards de livraison, a, sans le vouloir, créé encore plus de retards. C'est un sacré paradoxe. Alors, regardons la mécanique de ce cercle vicieux. À la base, le problème est simple. Des pièces sont en retard. La solution de Toby? Allez, on ajoute plus de réunions de contrôle. Logique, non? Sauf que la conséquence imprévue, c'est que les ingénieurs, pour éviter de passer leur vie en réunion, se mettent à cacher les problèmes le plus longtemps possible. Et le résultat? Eh bien, encore plus de pièces en retard. Ce qui bien sûr conforte Toby dans son idée qu'il faut encore plus de contrôle. La solution nourrit le problème. Terrible. D'accord. Mais alors, comment on fait pour briser des cycles pareils? La clé, c'est d'adopter un nouveau modèle mental. C'est notre deuxième partie. Il est temps d'apprendre à penser sous la surface des choses. Pour ça, il y a une image incroyablement puissante, le modèle de l'iceberg. Ce qu'on voit, la partie qui sort de l'eau, ce n'est qu'une toute petite fraction de la réalité. Le plus important, c'est ce qui est caché dessous. Le premier niveau, la pointe de l'iceberg, ce sont les événements. C'est ce qui nous saute aux yeux tous les jours. Un produit défectueux, une machine en panne. Notre réflexe, c'est de réagir à ça. C'est normal, c'est visible. Le problème, c'est qu'à ce niveau, notre pouvoir de changer les choses durablement est quasi nul. Si on met la tête un peu sous l'eau, on commence à voir le deuxième niveau. Les tendances, les patterns, c'est quand on remarque que les mêmes événements se répètent. Par exemple, tiens, on a toujours plus de défauts pendant les changements d'équipe. Là, on passe de la simple réaction à l'anticipation. C'est déjà beaucoup mieux. Et puis, si on plonge vraiment, on arrive au cœur du réacteur. Le troisième niveau, les structures systémiques. C'est l'organisation même du système. C'est le pourquoi derrière les tendances. Dans notre exemple, ça pourrait être une règle qui interdit la moindre minute de passation entre les équipes. C'est là, en changeant ces structures, que se trouve le véritable pouvoir. Ok, on a les 3 niveaux d'analyse. Maintenant, de quoi sont faites ces fameuses structures? C'est notre troisième partie, on va s'intéresser au moteur caché du système. Pour ça, il faut changer notre façon de voir les causes et les effets. On a souvent une vision linéaire. A cause B qui cause C. Point. La pensée systémique, elle, nous invite à voir en boucle. A cause B, qui, en retour, influence A. On passe d'une ligne droite à un cercle, à un monde de relations interconnectées. Le premier type de moteur, ce sont les boucles de renforcement. C'est l'effet boule de neige. Chaque action amplifie la précédente. Pensez aux intérêts composés sur un livret A. L'argent génère de l'argent, qui génère encore plus d'argent. Ça peut créer une croissance explosive, mais aussi une chute vertigineuse. C'est un moteur qui n'a pas de frein. Et à l'opposé, on a les boucles d'équilibrage. Elles, leur rôle, c'est de calmer le jeu. Ce sont les stabilisateurs. Elles cherchent toujours à revenir à un objectif. L'exemple parfait, c'est le thermostat chez soi. S'il fait trop chaud, il coupe le chauffage. S'il fait trop froid, il le rallume. Elles maintiennent l'équilibre, souvent de manière si discrète qu'on ne les voit même pas. Bon, maintenant qu'on a nos briques de base, les boucles qui accélèrent et celles qui freinent, on va voir ce qui se passe quand on les assemble dans la vraie vie, avec un ingrédient en plus, le temps. Attention, ça peut vite devenir explosif. Et pour illustrer ça, on va reprendre l'histoire d'une entreprise, Fitco. C'est un cas d'école terrible. Chez eux, la volonté de bien faire, de répondre à la demande des clients, a créé une pression tellement forte sur la production qu'elle a fini par détruire complètement la qualité de leurs produits. Accrochez-vous, c'est la spirale de la mort de Fitco. Étape 1, la demande explose. L'entreprise hésite à investir. Étape 2, la pression monte en production, la qualité commence à baisser. Étape 3, l'entreprise se décide enfin à investir, mais
Étape 4, l'augmentation de capacité prend du temps, beaucoup de temps. Pendant ce délai, la qualité s'effondre et les clients partent. Étape 5, la direction voit la demande chuter et annule l'expansion. Résultat, ils se retrouvent coincés avec une faible qualité et une pression énorme. La dernière étape est la plus triste. Les managers se persuadent que les clients étaient juste imprévisibles, sans jamais voir que ce sont leurs propres décisions qui ont coulé la boîte. L'histoire de Fitco est sombre, mais elle nous apprend une chose cruciale. Face à des problèmes complexes, les solutions simplistes ne marchent pas. Alors que faire? Il faut trouver ce qu'on appelle des points de levier. C'est notre dernière partie, et c'est là que réside l'espoir. Et pour ça, on va s'appuyer sur le travail d'une véritable pionnière de la pensée systémique, Donella Meadows. Elle a défini les points de levier comme des endroits spécifiques dans un système où un tout petit effort peut entraîner d'énormes changements. Ce sont de véritables points de pouvoir. Donella Meadows a même créé une hiérarchie de ces points de levier, du moins efficace au plus puissant. Tout en bas de l'échelle, on a le fait de changer les chiffres. Les standards, les taxes. C'est ce qu'on fait le plus souvent, mais c'est ce qui a le moins d'impact. Plus on monte, plus ça devient intéressant. On peut modifier les boucles, changer les règles du jeu, qui a accès à l'information. Mais les interventions les plus puissantes, celles qui changent vraiment la donne, se trouvent tout en haut. Il s'agit de changer l'objectif même du système. Et au sommet de tout, le plus puissant des leviers, changer le paradigme, c'est-à-dire la mentalité, les croyances profondes sur lesquelles tout le système est bâti. Et ça nous laisse avec la question finale, la plus importante de toutes. Quel est le paradigme, la vision du monde qui fait tourner notre propre système? Et surtout, a-t-on le courage et le pouvoir de le remettre en question, de le dépasser? Parce que c'est là, dans cette capacité à changer notre propre regard, que se trouve la clé pour vraiment, durablement, réécrire les résultats.